Il faut dire aux autres que Christian a du courage. Parce qu'il m'a invité, à vrai dire, sans trop me connaître. On s'est parlé une fois ou deux alors. Donc, il ne sait pas dans quel pétrin il s'est mis. Merci d'être venu, de vous être joint à cet atelier et je remercie surtout Gianni d'avoir accepté l'invitation pour nous parler de son livre, mais j'ai quand même l'intention de l'emmener dans des chemins un petit peu sur le côté et autour et alentour et de voir un peu comment on va évoluer à travers ça. Alors, Gianni, merci beaucoup d'être venu plutôt. Et bien sûr, je vais te demander par la question la plus pénible, qui es-tu? Bonne question. Et je ne sais pas quoi dire parce que c'est vraiment une longue histoire. Mais d'abord, je suis, et je crois que tu ne sais pas, je suis le plus âgé enseignant de PNL en Europe et le plus ancien. Donc, plus ou moins, certainement le premier nommé par Bandler. Et je suis arrivé avant les autres, il y en avait un ou deux avec moi qui sont à la retraite, donc en activité, je suis le plus âgé et ancien enseignant de PNL. Ceci dit, j'ai une histoire plutôt euh, difficile à raconter parce que mon premier doctorat était en physique. Et ça, c'était avant la rencontre avec la PNL. Ensuite, je suis passé totalement à la psychologie. Je suis rentré par la porte de la psychologie du travail universitaire, à l'université. Et ensuite, je presque tout fait. Normalement, je me partage entre la psychothérapie, normalement individuelle, et des ateliers, des cours de PNL, de cours variés d'un peu de tout. Récemment, assez récemment, constellation familiale, systémique, hypnose toujours, tout le temps. Et je travaille, je donne des cours sur le rêve, sur l'évolution personnelle. Parfois, si vraiment j'ai besoin d'argent, quelque chose en entreprise, mais pas trop volontiers. Je c'est pas, disons que c'est pas vraiment mon cœur ou mon âme. Et plus ou moins, c'est tout depuis 40 ans. Ma rencontre avec la PNL date exactement de 42 ans. Les toutes premières rencontres en Italie. D'abord, on avait rencontré les premiers livres que des amis traduisaient. Ensuite, quelques, quelques enseignants américains. Après, je suis allé en Californie, en 81, si je me souviens bien, etc., etc. Ceci dit, j'ai beaucoup travaillé avec les francophones, un peu partout, en Suisse, en Belgique, surtout en France et dans les pays d'outre-mer. À La Réunion, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe. Si on a le temps, je vous dis pourquoi. Parce que je travaillais avec des Français. Et quelqu'un avait été invité dans les îles, à la mer, etc. C'était quelqu'un qui n'aimait pas le soleil, n'aimait pas les îles et n'aimait pas les voyages. Alors il m'a envoyé à moi. Et ça a duré longtemps et ça a été vraiment, pour moi, agréable.
Lui aussi parce qu'il a épargné les choses qu'il n'aimait pas. Donc, je gère un institut, l'Institut italien de PNL, et j'estime que maintenant c'est le plus ancien en Europe. Parce qu'avant nous, il n'y avait qu'un un institut anglais, je pense qu'il a fermé depuis longtemps, et c'est une longue histoire très sympathique à raconter, mais ce n'est pas le cas maintenant. Et des racines dans les pays du Nord, mais je crois sans un institut dédié. Alors, pause, vous m'entendez? Je suis compréhensible? Ok, on peut y aller. Plus ou moins pour la biographie, c'est ça. Hein? Oui, hein. Donc, j'ai oublié de dire que j'ai pris un deuxième titre. J'avais un titre universitaire en physique. D'ailleurs, la thèse de doctorat en physique, je l'ai faite il y a une vie en Suisse, à Genève, au CERN. Je ne sais pas s'il s'appelle encore CERN ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est là que j'ai eu la première occasion de pratiquer et nettoyer mon français. C'est toi qui m'as mis en premier plan? Oui. Bon, je préfère vous voir. Hein. Ah, pardon. Bon, on va alterner. Un peu au premier plan et un peu... Bah, écoute, d'ailleurs, ces écrans sont horribles. Ma veste est verte, elle n'est pas mauve. Très bien. Avant, oui, non, je pense, j'ai des questions par rapport à ton ton cheminement PNL, mais qu'on va aborder peut-être Non, après. bah, attends, il y a une chose que je voudrais dire. Ouais, Donc, en 81, j'ai participé en Californie en été, au premier cours où les internationaux étaient admis. Donc, il y avait un petit nombre d'Européens, moi et 4 ou 5 Allemands, c'est tout, et 200 à 300 Américains. Ça, c'était le départ de la chose. Et pour la suite, vous n'aurez qu'à poser des questions si ça vraiment vous intéresse. Et tu voulais passer à quelle question? Hein? mais j'avais des questions par rapport à ton chemin dans la PNL, mais on va garder ça après en fonction du lien qu'on va faire. J'ai juste, pour introduire ton livre, te poser quand même cette question. Quel lien fais-tu entre la PNL dans la pratique telle que tu la connais et l'hypnose? Est-ce que c'est deux choses différentes? Tu les vois comme ensemble? Comment tu fais la différence entre les deux? C'est une question à laquelle tu m'avais déjà préparé, mais c'est pas simple à dire. Donc, vous devez tous savoir que on fait remonter plus ou moins la naissance de la PNL à la rencontre de Bandler-Grunder et autres avec Erickson. Donc, d'un certain côté, l'hypnose a toujours fait partie de la PNL, à tel point que les élèves d'Erickson, les Ericksoniens d'aujourd'hui, n'aiment pas les PNListes pour différentes raisons et ils insistent qu'on a tout volé à Erickson. Ce qui est évidemment suffisamment faux, mais les préjugés résistent encore. Donc, d'un côté, l'hypnose et la PNL sont des branches du même arbre. Deuxièmement, bizarrement, et on ne sait pas comment ça se passe, mais la PNL a montré des manières de faire de l'hypnose sans la faire, absolument intéressante et originale.
Je ne sais pas si ça s'enseigne encore, je le doute. Mais quand on enseignait et ça se voit dans les livres, quand on enseignait le recadrage en 6 points, il y avait la version hypnotique obtenue sans mise en transe. Donc la personne peut parler directement, par exemple, avec une partie de soi, et c'est exactement pareil. Donc ce qui a montré qu'il y a des manières que j'emploie beaucoup de nos jours, surtout quand je travaille à distance avec l'ordinateur, il y a des manières de faire l'hypnose. On n'a jamais su où ils ont appris ça, parce que ce n'était pas typique ni d'Erickson ni d'autres, mais là encore, il y a un rapport. Ensuite, remarque, Bandrel et Grinder ont souvent dit et écrit dans les livres, nous, on n'est que des hypnologues. Ils se sont définis comme ça. Donc les rapports sont vraiment étroits et ils enseignent que le langage hypnotique est une partie du langage ordinaire. Par exemple, pour les ventes, pour tout ce qui est persuasion. Donc, et qu'il y a un rapport très étroit entre les états, nos états d'éveil et nos états hypnotiques. Donc, on a de la peine à voir la différence. Et pas mal de techniques PNL, souvent, montrent que sans savoir, les gens sont en transe. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez le squash et si vous l'appelez squash. Les deux mains comme ça, OK? Eh bien, disons que le 50% de fois, les gens vont légèrement en transe. Et pour le rapport avec... bon, le rapport a continué. Parce qu'il y a des nouveautés en PNL qui se rapprochent de nouveau vers l'hypnose. Mais de ça, on peut parler plus tard, si vous voulez. Mais la transformation essentielle semble beaucoup pencher du côté de l'hypnose. La ligne du temps, pas celle qui a été publiée, mais celle qu'on a connue au début, a été formée par quelqu'un qui a un doctorat en hypnose. Et par la ligne du temps était, à l'origine, on en avait combien? On en avait 3. Mais ceci n'a jamais été publié. Il y avait la ligne du temps de la vie ordinaire, de la vie courante, mais il y avait aussi la ligne du temps des vies antérieures. Et ça, c'est hypnose, plus ou moins. Au moins, c'est le théorique de l'hypnose. Et il y avait, surprise, la ligne du temps généalogique. C'est-à-dire tout cela a disparu, je ne sais pas pourquoi, mais la ligne du temps généalogique signifie que nous, on connaissait d'une certaine manière les constellations bien avant que les constellations soient créées. On pouvait travailler sur la ligne généalogique. Aucune idée, je n'ai jamais compris pourquoi tout cela a disparu dans les livres sur la ligne du temps. Il n'y a rien de ça. Mais je peux vous dire, Ted James, qui est considéré être le créateur de la ligne du temps, et là j'aurais des choses à raconter, mais quand il a travaillé sur moi, en état de veille, il m'a plongé directement dans une vie antérieure. Et c'est la seule fois dans ma vie, je ne suis pas un bon sujet hypnotique moi-même, hein, la seule fois dans ma vie que quelqu'un a réussi à le faire. Ah, si je peux ouvrir la parenthèse, j'étais magnifique dans ma vie antérieure. Je faisais presque 2 mètres
avec des épaules comme ça, c'était vraiment magnifique. Malheureusement, ça ne s'est pas répété. Autrement, maintenant, je ne serais pas ici avec vous, et ça, c'est dommage, mais je pourrais être champion de basket, tombeur de femmes, etc., etc. Donc, tu vois, les rapports sont nombreux et souvent, et ça arrive souvent en PNL, difficile à séparer de la PNL connue. Donc, les deux choses s'entremêlent assez souvent. Et d'ailleurs, pour ajouter une petite note, hein, les chercheurs ont découvert que nous, on va en transe sans trop savoir tous les 90 minutes. Attends, pour le belge, c'est tous les 90 minutes. Non, parce que j'aime être compris. Alors. Et donc, en fait, si on doit faire une différence, ça devient un exercice pour les formateurs qui doivent faire la différence. Mais pour le reste, dans la pratique, il n'y a pas de nécessité et il y a vraiment un continuum, en tout cas dans ton expérience. Bon, je crois que les formateurs sont en embarras quand ils doivent expliquer les langages ericksoniens de la PNL et expliquer que le rapport entre ce langage et l'hypnose. Et comment les deux choses. Et comment ça se fait qu'on a un langage hypnotique sans être hypnologue, hypnotiseur, etc., etc. Et, et comment ça aide à avoir un effet de persuasion plutôt que clarification. Mais ça existe. C'est quelque chose qui nous accompagne tout le temps. Ouais, dans mon cas personnel, c'est quelque chose que j'ai toujours cultivé à côté. Je crois même quand je n'étais que physicien, et je me souviens bien que mon père était docteur, et il avait un ami qui était le principal chercheur hypnologue en Italie, et qui venait nous voir de temps en temps. J'étais petit et j'étais très curieux de tout ça, et je crois que ça m'a beaucoup conditionné et amené vers l'étude de ces états bizarres, extraordinaires. Et à l'époque, tout cela était considéré magique et un don que quelqu'un avait et d'autres n'avaient pas. Et le temps a passé, les choses ont changé, mais disons le charme, la fascination que ça avait sur le petit Gianni, ça a continué. Si c'était ça, la question. Hein. Tout à fait. Et tu me permets de commencer à aborder effectivement le livre. Bon, quiconque a déjà essayé d'écrire un livre sait ce que ça représente de commencer un travail pareil. Alors, pourquoi t'es venue cette idée d'écrire ce livre? Ah, la bonne question. J'ai un éventail de réponses possibles. Donc, et j'ai attendu longtemps. Hein. J'ai de commencer à écrire mon livre, j'avoue, attends, comment on le dirait en belge, 79 ans, 79 ans, et 79 en Belgique. J'ai attendu longtemps. Je ne sais pas bien pourquoi. Une chose qui est écrite dans le livre, je m'étais promis que j'aurais écrit un livre un livre qui aurait dû être totalement original. Donc, quand j'aurais eu le matériel pour écrire quelque chose d'absolument nouveau. Ça, c'est la première chose. Alors, la toute première est que mon petit-neveu, à l'âge de 5 ou 6 ans, pour mon anniversaire, m'a fait cadeau de 2 livres écrits par lui. Ah, c'était à 5 ans. Il n'écrivait pas. Donc, il a dessiné 2 livres et a demandé à son père, qui est français par hasard, d'écrire le texte. Donc, l'enfant
pour les jours de mon anniversaire, m'a présenté 2 livres de, écrits par lui, et il était très orgueilleux. Et à mon souvenir, ceci doit m'avoir donné de quelque chose. Deuxièmement. Troisièmement, on me raconte, je n'y crois pas, mais on me raconte qu'à un moment donné, il faut mourir. Je n'y crois pas et je travaille beaucoup avec l'hypnose pour démentir cette croyance limitante. En plus, c'est une croyance limitante. J'y travaille. Toutefois, si jamais cela aurait dû arriver, tout ce que j'ai cherché pendant 40 ans en hypnose aurait disparu. Alors je me suis fait un souci. Donc, je ne sais pas si tu connais la mentalité d'un chercheur. Un chercheur cherche et n'arrête jamais de chercher. Et chaque fois qu'il trouve, il comprend qu'il y a encore quelque chose à chercher. Et ça a été la pression de ma vie. Donc, je n'arrêtais jamais de chercher. Les choses n'étaient pas jamais suffisantes. Il y avait toujours quelque chose qu'on n'avait pas compris. Et ça a tardé beaucoup. Et un beau jour, je me suis dit, il faut s'arrêter. Il faut raconter aux gens les découvertes qu'on a faites et les techniques qu'on a créées et les résultats qu'on a eus. Parce qu'autrement, tout peut arriver. Par exemple, le Covid pourrait arriver, je ne le savais pas, mais quelque part je le savais. On s'en va et tout cela est perdu. Donc, je le considère, et c'est plutôt bien noté dans la préface du livre, je considère un témoignage et un testament. Dès lors, je continue à chercher, et j'en ai déjà pour un deuxième livre, si j'ai le temps, l'envie, etc., mais il fallait le faire. Et il fallait écrire un texte. Et il fallait dire aux gens qu'on a fait des découvertes très importantes. Les gens ne veulent pas écouter, tant pis. Un jour ou l'autre, quelqu'un va découvrir le livre et découvrir qu'il y a des choses intéressantes dedans. On risque de révolutionner totalement la psychothérapie par le biais de l'hypnose spiritualiste. On peut tout faire en une seule séance. C'est vraiment incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que personne ne veut le savoir. Alors, mon livre a vendu pas mal de copies, mais les collègues n'ont rien acheté. Hein. C'est les gens de la PNL qui sont en train de les lire, de les commenter, etc. Mais les autres qui pratiquent l'hypnose, je les tous contre. Je crois que c'est le seul livre d'hypnose chez nous qui n'a jamais eu une critique dans une revue. Jamais mentionné dans une revue d'hypnose quelconque. Eh ben, les gens sont bizarres. Mais tôt ou tard, j'espère qu'on pourra montrer les résultats. On a des résultats impressionnants. Déjà en PNL, on avait des résultats, par exemple, sur tout ce qui est maladie et physique. Mais en hypnose, on a augmenté ça de manière de 100 fois. On ne voit pas encore la limite. Il suffirait de développer davantage les techniques pour pouvoir, je ne dirais pas tout soigner, mais beaucoup. Et beaucoup plus de ce que le docteur croit. Et je répondu à la question parce que je m'y perds. Hein. Je suis bavard, je l'avais dit. Je tiens le fil et je te tiens à l'œil. Juste, tu nous as mis en Merci. appétit. Tu nous as mis en appétit et je voudrais bien que tu nous définisses comment tu comprends cette notion que j'ai notée, hypnose spirituelle post-éricksonienne.
spiritualiste, hein. Là, il y a un problème. Je, après, je te réponds. Hein. Là, il y a un problème parce que j'ai découvert qu'en France, on a publié un tas, je peux dire, de conneries sous le nom d'hypnose spirituelle. Et là, on joue avec les anges, avec ceci, avec cela. Mais apparemment sans utilité. Alors, la spiritualiste a été nommée spiritualiste par un Américain que j'ai connu, avec lequel on s'est bagarré au début et après on a fait les grands amis. C'est pas, à vrai dire, c'est pas lui qui l'a créé, mais c'est lui qui a donné le nom et qui a écrit des livres importants sur ça. Alors, pour simplifier, je dois dire, j'y étais arrivé bien sans besoin de lire le livre de celui-ci. On s'est rencontrés et on a découvert qu'on avait fait les mêmes découvertes. Donc, en travaillant en psychothérapie avec l'hypnose, notamment ericksonienne, on s'est posé des questions. Et en réfléchissant et en recherchant, on a compris quelque chose. Donc, depuis tout le temps que l'hypnose existe, on savait que dans des cas exceptionnels, les personnes démontraient en transe des connaissances qu'ils ne pouvaient pas avoir. Comme si quelqu'un d'autre parlait. Même Bandler et Greneder racontent une ou deux histoires où ils ont rencontré ce phénomène-ci. Chez Erickson, on a repéré une fois qu'il a rencontré le phénomène, mais il ne l'a pas compris. Ni Bandler et Greneder n'ont jamais insisté sur ça, et le phénomène semblait exceptionnel et pour des personnes particulièrement douées. Ce qu'on a découvert en recherchant, c'est qu'en effet, en hypnose, on peut parler avec des entités qui n'appartiennent pas à notre monde, qui ne viennent pas de notre histoire, qui semblent appartenir à une autre dimension et qui savent des choses sur nous, sur la personne qu'on a en face, que la personne ne sait pas. Donc, pour le dire, on ne sait pas grand-chose par rapport à ces entités, mais elles sont capables de te raconter toute l'histoire de ta famille, toute, dans le sens, à partir d'il y a quelques siècles. Et un certain nombre d'auteurs, c'est pour ça, alors, un certain nombre d'auteurs, dans le temps, à partir de 1950, ont commencé à remarquer ça et à le raconter. Je crois que le tout premier a été l'écrivain américain Hubbard, celui qui a fondé la Dianétique, qui au début était intelligent. Plus tard, donc d'abord il a fondé une église, ensuite il est devenu plutôt fou. Troisièmement, il a fait l'erreur de nombreux chercheurs. Il croyait qu'il a fait une découverte, il croyait avoir tout découvert. Et donc, il a créé une sorte de psychothérapie, pour ainsi dire, absolument bizarre et sans sens. Mais qui a attiré, comme vous devez le savoir. En France, ils ont été persécutés par la justice, je crois, mais qui a créé une secte. Mais lui, il a découvert une entité qui parlait à travers la personne, qu'il a appelée, une petite chute de mémoire, il l'a appelé l'alchimiste.
qui semblait savoir tout de l'histoire de la personne. Même les choses que nous, on oublie ou on cache à nous-mêmes. Et ça, à mon avis, ça, c'est le début officiel de tout ça. Ensuite, Ralph Allison, c'est celui que j'ai rencontré et qui a donné le nom de hypnose spiritualiste à tout ça et qui a beaucoup recherché dans tout ça. Je dois dire en tant que chercheur certifié que sa manière de chercher était plutôt douteuse, hein, et donc pas mal de choses qu'il a raconté, j'ai des doutes par rapport. C'était pas des recherches très bien faites. Bon, donc pour revenir à nos moutons, en hypnose, on peut parler avec des entités extraordinaires. Et j'avoue, je ne le dis jamais, eux, ils s'appellent, ils se sont donné le nom de anges. Mais je crois qu'ils l'ont fait parce que nous, on connaît ce mot. Et pour pouvoir communiquer avec nous. Et bon, il y en a eu d'autres qui ont fait les mêmes découvertes et qui en parlent. Pas beaucoup, mais il y en a. J'y arrive. J'ai un trou de mémoire. Donc on trouve les traces de cette découverte par-ci, par-là. Ralph Allison avait découvert que ces entités pouvaient lui donner les plans thérapeutiques à développer avec un client. Ouais, il a tout le temps et toujours travaillé, c'était son destin. Il a toujours travaillé avec les personnalités multiples. Et c'est pour cela que j'ai des doutes que les données qu'il a recueillies avec des personnalités multiples très perturbées sont à contrôler tous. À mon avis, il se fait avoir. Peu importe. Donc, il a découvert qu'il pouvait se faire les plans thérapeutiques et ensuite il les développait avec ses clients, avec des techniques de gestalt. Je crois aussi kinesthésique, corporelle. Et peut-être qu'il avait fait un tout petit peu de PNL, peut-être. Dans mon cas, je venais de découvrir qu'au lieu de se faire le plan thérapeutique, moi je travaille le contraire. Moi je fais le plan thérapeutique, eux, ils l'exécutent. Et c'est beaucoup plus rentable. Mais ce qui est important, tout ça se développe avec les renseignements qu'ils nous donnent. Et on connaissait déjà en hypnose la technique appelée questionnement. Poser des questions et recevoir des réponses. Qui était censé être toujours correcte, et c'était faux. Mais donc, une fois qu'on est sûr de son interlocuteur, on peut poser les questions et avoir les réponses. Par exemple, d'où vient le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il faut aller chercher? Où est-ce qu'il faut amener le changement, etc., etc. Donc, ça simplifie beaucoup la vie d'un psychothérapeute. Et réduit le temps de travail. Et les renseignements qu'on peut avoir sont presque sans limite. Et donc, vous vous imaginez, c'est
C'est une sorte de paradis. Donc la plupart de nous peut le faire, euh, peut le faire avec un expert, bien sûr. Je ne crois pas qu'on puisse le faire de manière crédible tout seul avec soi-même. Je n'ai pas trop d'expérience dans ce domaine, mais dans mon cas, c'était impossible. Et je crois que dans la majorité des cas, c'est impossible. Bon, là, je m'arrête parce que, parce que on ne sait rien. Donc, on ne sait pas les fonctions de ces entités. On a cru comprendre qu'ils sont en hiérarchie. Et donc, pour avoir les meilleures réponses, il faut remonter dans la hiérarchie au chef. On ne sait même pas s'ils habitent à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Parce que en hypnose, on peut faire du channeling. Donc, on peut faire entrer quelqu'un qui parle à travers la personne, mais qui vient d'ailleurs ou du passé, etc., etc. Heureusement qu'on est qu'on travaille à distance maintenant. Parce que je ne voudrais pas être amené à l'hôpital psychiatrique quand je vous raconte tout ça. Ce n'est pas ordinaire. C'est un risque. Et donc, petit à petit, il a fallu 40 ans, hein, petit à petit, pour comprendre tout cela et notamment créer les techniques. Parce que on a beau dire à ces êtres, par exemple, qu'il faut surmonter un traumatisme, mais eux, ils ne sont pas psychologues. Il faut leur dire comment le faire. Après quoi ils le font. Si vous le demandez de la bonne manière, gentiment, etc., ils le font. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, ils te le disent. Et donc, on se met ensemble en alliance à surmonter les obstacles. Et je dois dire, oh, tiens, une première pour vous. Là, je peux le faire parce que vous ne connaîtrez jamais la personne. Hein. Donc, j'ai mon premier cas d'un schizophrène, complètement guéri, avec, avec l'aide aussi d'un psychiatre, mais avec tout cela. Donc, il a fallu un tas de temps. Le diagnostic avait été déposé, c'est sûr, et maintenant, c'est presque un enfant adoptif pour moi, et maintenant, on commence à avoir un grand succès. Il va vraiment bien, et ça, que je sache, pour moi au moins, à 40 ans, c'est la première fois. Donc j'ai suivi tout le traitement du début à la fin, ça nous a pris, je crois, 3 ou 4 ans. Mais maintenant, même ses parents et son ambiance sont d'accord qu'il semble totalement guéri. Pour dire, ça a été fatigant, ça a été difficile, mais c'était la première fois. Peut-être qu'à la deuxième fois, on pourra faire mieux et plus rapidement. Mais il était perdu et maintenant, il pourra vivre malheureux comme nous tous. Il fallait rigoler. C'était une boutade. Bon, de nos jours, c'est pas tellement une boutade, mais tu n'as qu'à me signaler si je ne suis pas clair ou si je ne réponds pas aux questions. Tu as ouvert un sujet tellement vaste et tellement à la fois intriguant, interpellant. J'ai envie de te demander, bon, tu as une formation scientifique au départ, hein, comme tu as dit, en physique. Je suis moi-même ingénieur, donc aussi très pragmatique, etc., etc.
Et c'est toujours la question que j'ai envie de demander, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui est à dimension scientifique, pragmatique, pour s'ouvrir à des choses qu'on va dire aussi mystérieuses, aussi floues peut-être. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Et je sais, pour avoir fait ça dans des constellations systémiques familiales à la Hellinger, que je me souviens d'avoir une impression puissante d'une voix qui parlait à l'intérieur de moi, mais qui n'était pas moi. Et je disais, je suis désolé, mais voilà ce qui me vient. Et rencontrer cette, oh, tu appelles ça une entité, mais cette voix ou cette je ne sais pas quoi, ça fait un choc quand même. Bon, qu'est-ce qui est scientifique? Quand... Attends. Les pommes tombent. Et ça, c'est un fait. Travailler sur le fait, expliquer les lois qui le gèrent, etc., ça, c'est scientifique. Donc, la première chose à faire, c'est d'accepter. Et on commence par accepter que les personnes en transe nous racontent des choses qu'ils ne peuvent pas savoir. À certains collègues, il est arrivé que la personne en transe leur raconte des choses de la vie du thérapeute, pas la leur. La vie du thérapeute que personne ne savait. Donc ça, c'est des faits. L'explication arrivera plus tard. Tu viens de mentionner Hellinger. Donc je pense que la théorie de Hellinger ne vaut absolument rien. Mais la pratique, et ça c'est PNL pur, mais la pratique qu'on expliquera un jour avec une théorie un peu moins religieuse, hein, la pratique est magnifique et porte à des résultats impensables. Et la prochaine fois que tu m'invites, on parlera des rapports entre l'hypnose et c'est absolument pareil. Hein. Il y a un rapport très étroit entre la logique et la structure de l'hypnose et les constellations. Ça arrive à révéler des choses qu'on ne sait pas, que la personne ne sait pas, que la famille a oublié, etc., etc. C'est de l'hypnose, faite d'une manière très différente. Erickson lui-même, censé être le plus grand chercheur en hypnose de tout le temps, tu sais qu'il ne l'employait presque jamais dans ses thérapies. Donc ses élèves ont fait le calcul et ont trouvé que l'hypnose a été employée dans ses thérapies, si je me souviens bien, 10% des fois, des cas. Donc il était vraiment un grand chercheur, mais quand même... Mais pourquoi? Parce qu'il avait compris la structure, et voilà PNL qui nous vient en aide, la logique. Et donc, il pouvait faire hypnose en racontant des histoires aux gens. Et pourquoi? Parce que c'est pareil. Freud avait dit l'hypnose est la manière royale de parler à l'inconscient. Erickson pourrait nous dire les histoires sont la manière royale de parler à l'inconscient. C'est pareil. Donc, structurellement, il n'y a aucune différence. Ou fonctionnellement, si tu veux. C'est la même chose. C'est la même logique. Alors, et encore, je te demande si j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Je me, Je vais, je me perds mais dans mes souvenirs, mes connaissances, et j'oublie les questions. c'est très Oui. bien. Je voulais simplement encore ici ajouter, donc on a cette dimension, on va dire, spiritualiste, je dirais parfois qui questionne. On a cette dimension, on va dire, rationnelle, presque scientifique. Et j'ajouterais une dimension supplémentaire. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, sur le côté
magique au sens de l'émerveillement que peut provoquer une pratique. Et d'ailleurs, le bouquin de Grinder et Bandler s'appelait La structure de La la structure magie. de la magie, Alors, est-ce que cette magie est encore présente pour le moment? comme tu l'as dit, en termes d'étonnement, euh, passion, miracle, oui, elle est présente. Et bien, chaque jour, je m'étonne de ce que je peux faire avec mes clients. Donc, mais c'est le terme magique qui pourrait dérouter, nous dérouter. C'est une magie qui a des règles. Et là, c'est tout l'effort que je fais pour donner des techniques et mettre de l'ordre dans ce travail. Et ce n'est pas simple parce que je dois enseigner à des entités supérieures comment faire ceci et cela. Et comment résoudre un problème ou euh, faire grandir une personne et de la bonne manière. Ou l'adresser vers l'épanouissement et attends, réussir dans la vie. Donc, faire ce que la personne fait. Par exemple, travailler à sa mission. Donc, depuis le travail de Diltz, mission est un mot qui appartient à la PNL. Et appartient aussi à l'hypnose spiritualiste. Tout comme identité. Mission identité en PNL, mission identité, certainement quand l'identité est conçue d'une manière différente en hypnose. Là, on pourrait ouvrir un chapitre, d'autant plus que l'identité est mal définie en PNL, par exemple, ou pas encore bien définie, ou de manière suffisante, etc., etc. Donc, l'effort a été de créer les techniques. Et pour créer les techniques, toute mon éducation en PNL et toute la mentalité PNL ont été fondamentales. Et je travaillais de la même manière que la PNL, c'est-à-dire les techniques sont, comment dire, structurées. Je peux les enseigner. Les autres peuvent le refaire exactement. Donc, c'est une séquence stricte, bien définie, etc., etc., qui peut être transmise, comprise, contrôlée, et tout. Et les techniques aussi ont évolué ces dernières années, ou pendant tout le temps, tous les 40 ans que je travaille. Et celles que j'emploie maintenant n'ont rien à voir avec celles que j'employais il y a 15 ans. Ça progresse, on fait des découvertes, même par hasard, parfois. Et donc, pour revenir à mon livre, si ça vous intéresse encore, et si vous êtes fatigué, on vous donne la pause, comme dans les cours. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, le livre est axé certainement sur cette découverte des entités et comment les amener à nous aider. Parce que ce n'est pas simple. Et techniquement, c'est la partie la plus compliquée de l'œuvre. Mais aussi, tout en faisant ça, on a découvert au moins 12 choses que les hypnologues normaux ne connaissent pas. Apparemment, je dois dire, parce que je suis méchant, qu'ils ne veulent pas les connaître. Je les ai déjà publiés partout. Ça ne sert à rien. Et dans les livres, on trouve toujours les vieilles choses, mais il y a plein de possibilités.
y inclut celle que la PNL avait ouverte, de pouvoir employer tout l'appareillage hypnotique sans faire l'induction de transe, sans besoin, avec la personne en état apparemment d'éveil. Et le livre est axé aussi sur ça, d'écrire et à la limite enseigner les techniques, au moins celles que je connaissais il y a 2 ans. Et ceci fait partie d'une autre des questions que je sais que tu avais préparées. On y arrivera. Donc, au fur et à mesure que je bavarde ou je baratine, tu peux me poser d'autres questions. Hein. On n'est pas rigidement lié à un schéma. Et les autres aussi, je crois qu'on Oui, pourrait voilà. ouvrir C'est ce que la j'allais discussion. dire. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main, vous faites un petit signe et je vous donne volontiers la parole. Je vais encore, entre-temps, pour vous permettre de réfléchir à d'éventuelles questions, quand même poser la question par rapport à, je ne sais pas si c'est celle-là que tu attendais, c'est par rapport au fait que tu parles, est-ce que c'est compliqué et pourquoi as-tu ce choix de parler des sessions? Tu as fait des récits de sessions. euh, Ah oui, oui. Avec, quand tu vas lire le livre, tu trouves qu'il y a le conseil de ne pas le lire. Donc, si on n'est pas vraiment intéressé à apprendre, pas besoin de lire mot par mot les sessions thérapeutiques. Euh, mais parce que le livre avait été écrit pour mes collègues et afin de leur montrer exactement, pas à pas, comment il faut faire et comment on conduit le client. Donc, les exemples exactement transcrits, c'est ennuyeux qu'on voit. Moi, je ne les ai pas relus. Hein. Heureusement que j'en avais plein les tiroirs. C'était déjà fait. Devaient et doivent encore servir à montrer exactement aux experts le langage, la séquence, comment poser les questions, comment recevoir les réponses et tout. C'était la partie technique du livre. Donc, comme le livre couvre une expérience de vie professionnelle, bon, ça peut être intéressant et utile même à des gens qui ne pratiqueront jamais tout cela. Il y a tout un côté anecdote, histoire des clients, etc. Mais pour les experts, s'ils veulent s'exercer et contrôler que je ne raconte pas de blagues, donc faire l'expérience, ils peuvent apprendre comment le faire. Ah, tiens, j'ouvre la parenthèse pour vous raconter que j'ai travaillé pas mal de temps en Belgique avec ressources, au moins 5 ans, peut-être plus que ça. Donc, je m'occupais de cours d'hypnose et de la métaphore, de tout ce qui est métaphore, donc rêve, métaphore, langage, etc., etc. J'avais pris la place de David Gordon. Le jour où, pris de folie, il avait décidé qu'il quittait la PNL et qu'il allait faire du cinéma. Et, et il avait dit que j'aurais pris sa place. On se connaissait bien. Bon, quelques années plus tard, il avait devenu sage, il avait venu à la PNL et donc il avait pris sa place. Et moi, je suis rentré en Italie. C'était pour dire, ah, et aujourd'hui, tout à coup, j'ai eu un souvenir. Alors, au début, j'étais analyste transactionnel. Et devinez où j'ai passé mon examen international d'analyste transactionnel
Ah bah, c'est pas difficile à Bruxelles, évidemment. Et il pleuvait tout le temps. J'ai un souvenir de ça. Voilà. C'est un climat pour Que toi- travailler. La Belgique est un bon climat pour travailler. Une question qui me brûle depuis tout à l'heure, et c'est peut-être celle-là que tu Ah as non, peut-être. non, 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 tu bavardes de tout. Tu aurais dit que c'est les autres qui peuvent poser Oui. les questions. Laisse-leur le temps, au moins. Ensuite, je reviens sur toi. J'imagine que vous avez des Allez-y. questions. Allez-y. J'ai une question. Bonsoir. Est-ce qu'il vous est Bonsoir. arrivé de vous trouver en contact avec des entités ennemies? Non, non, et je commence à penser qu'il n'y en a pas. Je dois dire qu'au début de cette histoire, quand je n'étais pas totalement expert, euh, deux fois, j'ai eu l'impression, ah non, trois fois. Oui, oui, d'accord. Trois fois, j'ai eu l'impression qu'une entité, disons diabolique, pour être clair, était en train de prendre la relève sur mon client. Mais deux fois, j'ai pu interrompre sans aucun dégât, ni pour moi, ni pour le client, cette euh, escalation, cette montée. Bon, deux fois sur quelques milliers de clients, ça ne fait pas vraiment une loi. Hein. La troisième fois, oui, je risquais d'être agressé par un type qui faisait presque 2 mètres, 150 kilos, musclé comme quoi, et c'est ma faute. Euh, parce que j'avais humblement demandé de pouvoir parler. Ça, c'était PNL. Hein. C'était pas vraiment de l'hypnose, de pouvoir parler à sa partie violente. Laquelle, comme notre ami russe, au lieu de parler, a commencé à agir. À venir vers moi, les types étaient totalement changés, totalement, vraiment, ça faisait peur. Et pire, j'avais fermé la porte à clé. Je ne pouvais pas me sauver. Je n'aurais pas eu le temps. Et pendant qu'il avançait vers moi, il était en train de détruire tout ce qu'il y avait entre moi et lui. Mais j'ai réussi à l'arrêter. Parce que je savais que j'avais un très bon rapport avec le gars, il était jeune. C'était un client que je connaissais déjà, mais je ne m'attendais pas à ça. Et plus tard, je vous dis qu'est-ce que j'en ai conclu plus tard. Mais ce qu'on a découvert, ce n'était pas une entité. C'était une partie de lui créée par son histoire. Donc, toute la rage qu'il avait accumulée avait formé une partie. Pas C'est très raisonnable. intéressant. C'est très intéressant, mais c'est pas à ça que je pensais. Lorsque vous intervenez sous une forme de spiritisme, si j'ai bien compris, est-ce que non? Moi, je ne dirais pas ça. C'est tout simplement de l'hypnose, d'ailleurs pas profonde, plutôt ericksonienne, à partir de laquelle je développe cette rencontre avec des esprits. Laisse-moi réfléchir un instant. Et je demande clairement le meilleur. Je ne parle jamais d'ange, mais c'est comme si. Je demande le meilleur, ceux qui assistent la personne, ceux qui savent, ceux qui nous connaissent, ceux qui peuvent nous soigner, etc., etc. Donc, je n'ai jamais vraiment rencontré autre chose. Dans ce genre de travail, ni alors pour entrer dans
dans le côté technique, ni l'ombre de Jung. Je dois encore comprendre de quoi il parle. Jamais rencontré. En hypnose, on ne la reconnaît pas. Ces esprits ou la conscience des gens ne répond pas à des choses comme les parents, l'enfant et l'adulte. Ça ne sert à rien en hypnose. Ça peut être très utile, c'est des modèles, comme tout. Hein. Et ne répond pas à l'idée de l'ombre. Alors qu'en hypnose, on reconnaît très bien l'idée, toujours de Jung, du vrai soi. Donc, et le vrai soi est ce qu'on est en train de chercher sous la forme d'identité, même en PNL. Donc, pour l'inconscient des gens en hypnose, l'identité existe. Est une chose qui nous appartient, chacun a la sienne, mais le rapport de chacun de nous avec son identité est très difficile à décrire. Je crois qu'on n'a pas encore bien compris comment ça se passe, et la plupart de nous est éloignés de son identité authentique. Et apparemment, il est beaucoup plus simple à faire entrer quelqu'un dans le sillon de sa mission que de lui rendre son identité. Et évidemment, l'hypnose semble confirmer qu'on ira beaucoup mieux si on travaille à la mission, la bonne, et si on reprend son identité, réelle, naturelle, etc. Mais ce sont des choses que je fais à la fin d'un traitement, pas simple à faire. Et c'est pas la première chose qu'on peut faire. D'abord, il faut balayer pas mal de problèmes, bizarreries, aberrations, etc., etc. Bon, balayer le terrain avant de pouvoir édifier quelque chose. Si j'ai bien compris la question. Magali avait une question à poser qui va peut-être en complément à celle-ci. Magali, ton micro fonctionne ou tu veux que je pose la question? Je ne sais pas. Moi, je ne vois aucune Magali, elle est où? Elle n'a pas de caméra, mais elle a un micro. Oui, je suis sans caméra. Bonsoir. Ok, bonsoir, j'écoute. C'est infiniment intéressant. Je suis en formation actuellement donc en hypnose et PNL. Et du coup, moi, j'ai toujours été intéressée par cette partie de nous qui était inconsciente et voir au-delà. Et en fait, la question que je voulais poser, c'est est-ce que toutes les personnes sont sensibles quand on va mettre les gens sous hypnose? Est-ce que toutes les personnes sont sensibles avec les entités et autres inconnus qui pourraient venir? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment un type de personnes qui sont amenées à être investies en fait par ces entités? Bon, d'abord, on n'a aucun besoin de mettre les gens en transe pour employer, vérifier tout cela. Je veux être très clair sur ça. Même Erickson disait que il suffit d'une transe très légère. Et très légère, vous l'obtenez tout de suite si vous faites un rêve éveillé dirigé. Hein. Mm-hmm. Et la personne n'a pas l'impression de dormir ou d'être ailleurs. Donc, et pour moi, il n'est pas question d'état de transe. Et c'est beaucoup plus simple parce que les autres états plus ou moins ordinaires sont plus faciles à obtenir. D'abord. Bon, mais comme vous avez structuré la question, si la personne est sensible, disons, à des états de transe ou très proche à la transe, on peut tout faire.
D'accord. Il faut travailler un tout petit peu pour balayer les obstacles, parce que nous, on a des forts obstacles contre la spiritualité. Oui. On s'est éloigné. Mhm. On est marxiste, Mhm. justement marxiste, mais quand même, il faudrait laisser la porte ouverte. Euh, D'accord. donc, il y a tout un... Je venais de le dire, quand peut-être vous n'étiez pas là, que la première partie d'un traitement répété plusieurs fois est pour rencontrer ces êtres, D'accord. Mhm. bien avant de faire tout travail thérapeutique. Une fois que la personne est sensible, et je dois dire 90% ou 90% le sont, Mhm. la voie est ouverte. On y D'accord. arrivera. Peut-être D'accord. pas tout de suite, on y arrivera. D'accord. Quant à l'autre question, je viens de répondre à Catherine. Rien de négatif peut vraiment arriver si c'est un expert qui manie ça D'accord. et qui sait comment s'y prendre. Mhm. Et D'accord. encore, je dois dire, la meilleure préparation avant de faire tout ça est certainement la PNL. Mhm. J'ai encore une question. Et comment vous faites la différence entre euh, une partie du soi, en fait, de la Oui, personne qui est sous hypnose et oui. une entité? Comme tout à l'heure, vous avez expliqué que, en Ouais, fait, il faut rentrer dans la logique. Moi, je ne fais aucune différence. Moi, je suis ignorant. Moi, je ne sais rien, mais d'accord, quelqu'un à l'intérieur de la personne le fait, d'accord. me le dit. Fait donne toutes les réponses. Il Mhm. suffit de poser les bonnes questions aux êtres qu'on aura choisis, qu'on aura invités à participer. D'accord. Donc, c'est eux. Ou bien, moi, je demande, par exemple, je viens le faire cet après-midi, je demande à ces chercheurs ou anges de me chercher la partie de la personne responsable de quelque chose. Mhm. Et D'accord. donc, une fois qu'ils l'ont trouvé, il est très clair que c'est une partie de la personne dans le sens PNL. Mhm. Et non dans le sens, eux, ils ne se considèrent pas partie de la personne. Ça, c'est intéressant. Les peu de fois qu'on a réussi à parler avec, parce que nous, on ne parle pas avec, je vous dirai plus après, le peu de fois, ils parlent de la personne même hein, comme si c'était quelqu'un d'autre. D'accord. Il y a un exemple chez Bandler Grinder qui raconte qu'une fois, la voix est sortie du client qu'ils avaient mis en transe et la voix a dit exactement, donc écoutez, celui-ci est un idiot. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris à ce qui lui arrive. J'ai oublié le livre, hein, mais c'est dans le livre. De ce qui lui arrive, il n'est même pas homosexuel, il croit l'être et il insiste à être homosexuel, il ne l'est pas. Et là-bas a dit, je vous raconte pourquoi il se fait cette idée. Ok. Mhm. Et plus tard, alors, là, ça a été un coup de chance. Et je me demande pourquoi Vandelev et Grinder n'ont pas insisté à faire de la recherche. L'événement était tellement extraordinaire. Alors la voix leur a dit, on se met d'accord pour lui donner son objectif. Mhm. Et ils ont fait un accord. Donc, que le type ne savait pas, il a totalement oublié le contenu de la séance. C'était en Californie. Il paraît que quelques mois après, je crois 6 mois après, le type a participé à une partie avec le LSD Ouais. La drogue. Ouais.
Il a pris la drogue et à ce moment-là, il a eu un délire où quelqu'un est apparu et lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus homosexuel. C'est fini. Donc, va te marier, faire un enfant. Et le type a obéi. Alors, qu'est-ce qu'il avait demandé à Bandler Grinder? Il avait demandé de pouvoir avoir un enfant. Ah. Et je crois qu'il n'a jamais su comment ça s'était passé, que c'était pas un délire provoqué. C'était l'accord entre Bandler Grinder et cette voix de l'inconscient de la personne. D'accord. C'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant et ce qui amène aussi à penser que les livres de PNL et les livres d'Erickson sont parsemés de petites choses qu'il faut repérer et sur lesquelles il faut réfléchir. Parce qu'ils nous ont laissé un tas de petites graines. Et peut-être comme dans le cas d'Erickson, même des graines qu'il n'a pas compris. Parce qu'à son époque, il n'avait pas encore les outils pour le faire. Mais quand même, il y en a plein. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre de rien. réponse. Merci. Donc, je crois que je le raconte dans le livre, ce qui m'a beaucoup impressionné. Dans l'œuvre complète d'Erickson, un jour, il a rencontré un ange. C'est très clair. Je crois qu'il y a un autre chercheur français qui a découvert la même chose. Il a rencontré un de ces êtres exceptionnels, mais il n'a pas compris. Il a cru parler avec une deuxième personnalité de la personne. Et donc, il a interprété comme ça. Et je dirais que ça l'a empêché de comprendre une vaste catégorie de phénomènes. Même s'il a eu un soupçon, parce qu'en fin du chapitre, il écrit « J'ai l'impression que les personnalités multiples soient beaucoup plus fréquentes de ce que nous voyons en thérapie et en recherche. » Et peut-être c'était sa manière de dire qu'il y a comment dirais-je, des êtres cachés à l'intérieur de personnes. Bon, ceci dit, et pour le côté, comment dirais-je, promotionnel de la chose, je peux le montrer, ce fameux livre Un peu plus qui, donc, traduit en français par le père français de mon neveu, qui, comme je le racontais, est partiellement à l'origine de ce que je fais. Ah, et je voudrais dire à Christian, qui à un moment donné parlait de la fatigue d'écrire un livre, moi je me suis amusé terriblement. Je crois que le livre, que les anges m'ont aidé, que le livre était déjà écrit, qu'il est sorti tout seul, en été, le matin. L'après-midi, j'allais à la mer avec les autres, mais le matin, j'écrivais. Et je m'étonnais de moi-même. Et parfois, je m'étonne encore. Hein. Il y a plein d'articles, je pourrais vous inviter à les lire sur Facebook. Plein d'articles que je relis et je m'étonne. C'est-à-dire, mais c'est vraiment moi. Et quand est-ce que, pourquoi que j'ai écrit ça, etc., etc. Pour une fois, oui, ça a pris du temps. Ah, oui, ça m'a rongé moitié de mes vacances, mais ça valait la peine. C'est une bonne compagnie. Et pour briser encore un moment, pardonnez-moi, pour briser encore un moment, un lieu commun, nous, on ne parle pas avec les gens en transe. On est convaincu, et si vous lisez le livre de Bandler Grinder sur l'hypnose, c'est pareil, il faut pareil. Nous, on parle à travers
de réponses spontanées, avec les doigts par exemple, ou alors à travers le visuel, il y a des manières, l'auditif et le kinesthésique. Mais on ne parle pas parce que la plupart de ce que les gens racontent en trans vient de l'hémisphère gauche. Et c'est l'hémisphère qu'on voudrait mettre de côté pour pouvoir laisser la place à l'autre 90% du cerveau. Je suis convaincu qu'en hypnose, on parle avec les 90% du cerveau qu'on n'emploie pas normalement. Et je suis sûr que sur des millions d'années d'évolution, ces 90% a survécu, donc il doit avoir une bonne raison pour être là où il est. Je mettais maintenant à vous de... si, oui, donc vous allez sur Facebook. Peut-être Christian va vous aider. On a un groupe sur l'hypnose. Les Français aussi ont un groupe, mais le leur est en panne depuis 1 an et demi. Le nôtre est en plein épanouissement. Tous les articles sont publiés en 3 langues. Il suffit de les trouver. Malheureusement, le titre est en italien. Et le groupe s'appelle Amis de l'hypnose spiritualiste et ericksonienne, mais en italien. Mais vous pouvez Je placerai le lien sur le groupe. Je placerai le lien sur le groupe, de toute façon. Vous pouvez venir nous visiter et faire partie du groupe. Donc, la moitié des choses que je raconte dans le livre y est. Et tous mes articles y sont. Et on n'arrête pas de produire du matériel. Et donc, évidemment, comme je me plaignais au début, évidemment, tout le monde lit, sauf les collègues. Ceci dit, je peux encore faire quelque chose pour vous? Mais je pense que tu as introduit une superbe conclusion en amenant tout ce que tu viens d'amener. Je ne sais pas si d'autres ont encore une question éventuelle. Vas-y, vas-y Valérie. Oui, je veux bien. Bonsoir, Gianni. Euh, Bonsoir. je voudrais vous poser une question. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je vous avais entendu déjà à un congrès il y a quelques années. Vous aviez abordé tout ce que vous disiez là sur les entités. Ça m'avait beaucoup intéressé, un congrès de PNL il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, Où ça? à Paris. Vous aviez fait une intervention, peut-être 20 ans, je ne sais pas, le temps passe vite. Totalement Et oublié. moi, je me souvenais bien de vous. Moi, je me souviens tout simplement de la dernière, du dernier discours public que j'ai fait à Paris et quand Dietz était là, et c'était une sorte de conférence. Ok, quand Alors, même. c'était peut-être à ce moment-là. Et je connais aussi beaucoup de personnes qui ont été formées par vous sur les archétypes. Donc, je voudrais savoir si vous faites un lien entre tout ce que vous venez de nous dire là ce soir et les archétypes ou pas. Belle question à poser au tout dernier moment. Alors, Désolée. je suis légèrement conflictuel dans la réponse. Si je peux le dire. Moi, je considère que dans ce métier de psychologue, c'est comme les anciens capitaines de navires. Au début, ils étaient de simples malins, moins que malins. Et au fur et à mesure, ils ont gravi toutes les marches de la carrière jusqu'à pouvoir commander un navire. Et moi, je pense que je me suis intéressé à un grand tas de choses dans ce métier-ci, donc sans trop me demander s'il y avait un lien. Et ça, c'est la réponse. Si j'y pense maintenant, peut-être que si, il y a un lien. J'ai choisi quand même, je n'ai pas tout fait et je n'ai pas tout aimé. Mais j'ai encore
l'idée qu'il y a un arbitre, c'est écrit dans le livre, dans un article, qu'il y a quelqu'un qui nous guide. Et donc, c'est la synchronicité de Jung. Et donc, il y a tellement de choses que j'ai trouvées par hasard, ou qui m'ont trouvé par hasard. Je commence à croire que le hasard n'existe pas et que quelqu'un a beaucoup œuvré pour me faire apprendre les choses que j'ai apprises. Mais là, c'est toute la réponse que je peux donner. Apparemment, je marchais au hasard, mais ce n'est pas un hasard. Et ma formation en physique a un rôle très important dans tout ça et dans ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai appris à être chercheur et à faire de la recherche. J'ai aussi appris, malheureusement, à critiquer toutes les recherches des autres, mais ça, c'est une autre histoire. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bons chercheurs dans le monde, et surtout en psychologie. Ceci dit, donc, ma réponse finale est que j'ai la confiance, sans raison rationnelle, que les choses que je connais se rassemblent. Et le tout dernier exemple, j'ai toujours aimé le travail sur le rêve. Et ma carrière de psychothérapeute ou d'apprenti psychothérapeute a été marquée par différents travaux et articles sur le rêve. Et bon, maintenant, je travaille en rêve avec les entités, etc., etc. C'est le travail le plus efficace que j'ai pratiqué jusqu'à maintenant. Donc, à un certain moment, tout a l'air de confluer, converger. Même la malheureuse pratique du tennis, je tenais pour être champion de tennis. Malheureusement, Dieu m'a donné la vocation et la tête. Il a oublié de me donner le réflexe. Et donc, j'ai dû me résigner à être physicien et psychologue. Tu comprends? C'est vraiment la défaite. C'est le problème de ma vie. Avoir une âme de champion de tennis et une tête de chercheur. Ah, il est vrai que les dieux nous trompent et s'amusent à nous tromper. Alors, apparemment, allez-y avec les questions. Je suis chez moi, vous pouvez continuer si vous voulez. Autrement, on se remet à la prochaine fois. Merci. Christian, je vois Stéphane, non, tu avais une question ou tu as levé la main, mais je ne sais pas si c'est... Si, enfin, des questions, j'en ai des millions, alors évidemment, ça sera pour la prochaine fois. Mais juste, j'ai eu une réaction lorsque vous avez dit, je me souviens plus, enfin, quand je relis mon livre, il y a des fois où je suis étonné moi-même. Je me dis, peut-être c'est tout simplement un livre canalisé. Tout à l'heure, vous avez parlé de channeling. Est-ce que vous pensez que ça peut être ça? Vous avez fait du channeling sans vous en rendre compte? Non, je pense que quelqu'un m'a aidé. Oui. Mais pas tellement, pas à tel point. J'ai dû y mettre ma tête, mes connaissances, mes souvenirs. Mais certainement, quelqu'un m'a aidé, parce que c'est une vieille histoire pour moi. Quand je commence à sortir quelque chose, la chose est déjà structurée. Et quelqu'un l'a fait pour moi. J'ai des exemples qui seraient trop longs vous raconter. Des fois, je parlais à mon inconscient et je dis, écoute, je n'ai pas le temps. Tu peux me produire, je sais pas, cette conférence, pas celle-ci. Et le jour après, sans savoir, sans rien savoir, j'ouvrais ma bouche et la conférence sortait toute faite. Donc,
Mais je crois que c'est des aides. Ils ne nous obligent pas. Et ils nous emploient pas. On n'est pas des esclaves. Il faut être volontaire. Et il faut se donner de la peine et il faut étudier, surtout. Réfléchir et étudier. Donc, la réponse serait à 50%. Quelqu'un m'a certainement aidé. Quelqu'un m'a brisé ma paresse, une sorte de peur de ne pas être écouté, m'a donné la foi et les énergies pour le faire. Heureusement, parce que après, dans la période du Covid, je ne sais pas si j'aurais pu la faire. J'ai déjà attrapé le Covid 2 fois et ça me suffit. Et ça m'a laissé plutôt sans énergie. Merci. J'ai commandé le livre, hein. Je vais le recevoir lundi. Bon, je serais ravi de recevoir des commentaires. J'adore ça. J'ai une cinquantaine de livres en retard, donc ça sera dans quelques mois. Ah, On fait partie du club des livres en retard ici. Hein. mais quand même, il n'est pas difficile de me repérer encore pour l'instant sur Facebook ou sur le site de mon institut qui s'appelle soit PNL Meta, l'institut, soit Institut italien de PNL. On le trouve plus facilement sous la voie Institut italien de PNL. Et donc... En tout cas, Gianni, j'étais parti sur une petite rencontre à propos d'un livre et tu as ouvert le livre, mais c'était plus qu'un livre. On est arrivé dans un univers complet. Moi, je suis complètement scotché et ébloui. On arrive quand même au terme de cette réunion et il me reste à te remercier. Vraiment, tu as ouvert des horizons, tu as ouvert des perspectives. Sache bien sûr que beaucoup d'autres vont encore le visualiser probablement par après. On connaît bien le phénomène des réunions sur Internet où les gens s'inscrivent et se disent « je le verrai plus tard Oui. ». Je le verrai plus tard. Donc il y aura peut-être encore des réactions par rapport à ça, on verra bien. Il me reste à te remercier. Merci aux participants. Je pense qu'on a vécu un grand moment. Moi personnellement, c'est le ressenti de la journée. N'exagérons pas quand même, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Et je suis étonné que je n'ai pas reçu de réaction négative auxquelles, en principe, je m'attendais. Parce que même en PNL, je suis légèrement hétérodoxe. Mais quand même. Et à propos de mon livre, c'est vraiment la dernière chose que je vais dire. J'étais préoccupé ce soir. Parce qu'à mon avis, j'ai tout oublié. J'ai complètement oublié. Si vous me demandez quelque chose, si quelqu'un avait lu le livre et qui me demandait un détail, je serais vraiment tombé de nuages. Ceci dit, moi, je remercie Christian. Ça a été une très belle rencontre, celle avec toi avant ces spectacles et celle avec vous tous. Et donc, qui sait, peut-être un de ces jours, on va se rencontrer encore. Vous êtes tous, et les autres qui vont voir la vidéo, pourraient m'écrire, poser des questions, etc., etc. Merci beaucoup et à une prochaine, on verra. Peut-être qu'il y aura des opportunités encore. Il y a plein de choses qu'on va discuter. Merci beaucoup. Je vous rappelle, la veste était verte. Hein? La veste était verte, ça c'est assez incroyable. Elle était verte. Merci beaucoup, au revoir, ciao, ciao. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup.